Transmission orale des connaissances ancestrales. Aujourd'hui, transmission orale des connaissances ancestrales relatives à la construction de l'habitat, avec Najmuddin Bhamat, professeur à l'Université Paris 7. Najmuddin Bhamat, vous êtes islamisant, vous êtes professeur à l'Université Paris 7. J'aurais aimé avoir avec vous un entretien à partir d'un livre qui nous a marqués tous, le livre de Hassan Fathi, Construire avec le peuple. Il vient de sortir la 3e édition de cet ouvrage et j'aurais voulu vous demander, à la lecture de ce livre, et je pense aussi à la relecture de ce livre, quelles sont les idées, forces qui vous viennent? Il me semble en effet que partir de ce livre est une bonne idée, parce que nous nous trouvons au centre de certaines préoccupations constantes dans la civilisation musulmane, mais aussi de problèmes très actuels et très chauds. Mais je voudrais dire que je ne pense pas seulement au livre, je pense aussi à l'homme, qui est un personnage que vous connaissez, qui est hors du commun. On va essayer de l'évoquer un petit peu, chemin faisant. Et je pense aussi au village que j'ai vu qu'il a construit à Gourna, en Haute-Égypte, dont il parle d'un bout à l'autre dans son livre, et qui a été construit non seulement avec la population de la région, population donc qui n'est pas spécialisée en architecture, mais qui a son mode de construction et son habitat traditionnel, donc il y a un souci d'intégration à l'environnement qui est tout à fait actuel à une époque où on parle d'écologie, et que Fathi avait déjà depuis très longtemps. Alors, nous parlerons de 3 choses à la fois: l'homme, le livre et l'œuvre, l'architecture populaire. Et il y a une première chose à en dire, c'est que le livre a suivi quand même de plusieurs années de réalisation. Donc, c'est avant tout un instinctif, un manuel, et c'est ensuite un intellectuel. Il est les deux, mais il a commencé par travailler avec les paysans dans le sud de l'Égypte, donc il était en Haute-Égypte, dans ce paysage modelé comme toute l'Égypte par le Nil, mais paysage déjà rocailleux et homme de la Haute-Égypte qui rappelle déjà quelque peu le type humain qu'on verra au Soudan. On se trouve donc en Nubie, c'est là que nous sommes en ce moment, et Fathi, lui, est un aristocrate du Caire, d'origine sans doute quelque peu ottomane. Il a l'air d'un gentleman à l'ancienne mode ottomane. Et le voilà donc en présence avec cette population authentique, population nubienne du sud de l'Égypte. Il les observe, il vit avec eux, et il voit qu'ils sont détenteurs d'un mode de construire qui est intimement lié non seulement à un paysage, mais également à un mode de vie sociale. Au fond, l'expérience de construire avec le peuple, c'est la rencontre d'un architecte très sophistiqué, mais qui est un instinctif et un manuel, d'abord l'intellectuel, ensuite l'auteur d'un livre après, avec un peuple, mais aussi avec une société, avec une manière d'être au monde. Et ces hommes, très simples, qui pour la plupart ne savent ni lire ni écrire, détiennent des procédés de construction qui leur viennent du fond du temps. Donc c'est une rencontre entre un architecte moderne qui a des techniques architecturales, qui a passé par l'architecture moderne, et des méthodes immémoriales, c'est-à-dire des bouts de ficelle, de la terre glaise, des constructions faites à la main. Il a d'ailleurs fait un film là-dessus qui montre l'expérience de Gourna. On voit l'extrême modestie de l'appareil, de l'appareillage avec lequel ces ouvriers improvisés travaillent. Parce qu'encore une fois, aucun d'entre eux n'est un architecte professionnel et aucun d'eux n'est un bâtisseur professionnel. Ce sont
des paysans qui se construisent leur propre maison. Et ça, c'est le thème du livre. Des paysans décident de construire, comme ils l'ont toujours fait, leur propre maison. Et un architecte venu du Caire découvre que cette manière de construire est en réalité un mode de vie, une manière d'être présent au monde. Et c'est pourquoi le livre est passionnant. Parce que le livre est à la fois l'aventure spirituelle de cet architecte qui est Fatih, la vie quotidienne de cette communauté, la rencontre entre les deux et la création d'un village selon des méthodes traditionnelles. Et cet homme constate que, alors qu'il a appris une architecture coûteuse, qu'il s'est trouvé à une période, car l'homme est déjà aujourd'hui assez âgé, il s'est trouvé à une période où on apportait le préfabriqué, où il y avait une véritable ivresse de construire au Caire des HLM à toute vitesse, fabriqués souvent de l'autre côté de la Méditerranée, souvent en Italie, qu'on apporte selon des modèles dits internationaux, que la population accepte ou refuse, et la refuse souvent, se trouvant donc devant une architecture mécanisée et importée, le voici remontant le Nil en Haute-Égypte devant une architecture spontanée et naturelle. Et encore une fois, toutes ces choses arrivent. Il y a presque une génération de ça. Maintenant, c'est très à la mode de construire en intégrant dans l'environnement, les populations écologiques sont actuelles, mais ce livre, Construire avec le peuple, qui vient d'être réédité, et son succès pour un livre d'architecture, finalement, est assez extraordinaire, parce que c'est avant tout un livre humain, c'est une confession, c'est la rencontre avec un peuple, avec une société. Alors voilà que cet architecte découvre un mode de construire différent. Il voit des gens qui ont des bouts de ficelle, qui pétrissent l'argile, qui prennent l'eau du Nil, la terre des alluvions du Nil, et construisent avec. Comment construisent-ils ? Leur unité de mesure est donnée par le périmètre d'un cercle, qui est au fond leur modular, qui est le module qu'enflara Le Corbusier, l'architecture moderne, la Chambre d'Athènes. Eh bien, ces Nubiens ont un cercle qui leur donne un diamètre, qui leur donne un rayon, et ils appliquent ce module aussi bien aux voûtes, à la hauteur, ce qui fait que toutes ces maisons, qui sont des maisons individuelles, qui sont, je m'empresse de le dire, des maisons simples, ce ne sont pas du tout des architectures somptueuses, elles sont faites vraiment pour que les paysans y vivent et qu'ils s'y sentent chez eux, et ils le font eux-mêmes. Mais elles sont particulièrement claires, aérées, elles ont des murs épais qui empêchent la chaleur de pénétrer, car il fait chaud dans cette région. La voûte, la coupole, ils sont fréquemment employés et construits selon des modules traditionnels. Donc, il y a une beauté purement fonctionnelle et très moderne dans chacune de ces maisons qui n'a presque aucun ornement, qui est dépouillé, mais qui doit presque tout au cube, à la ligne, au demi-cercle, et avec ce module donné par un bout de ficelle, et ils construisent, avec très peu d'équipement, la main, la trowelle, ils construisent des briques. Et l'unité, voici l'un des mots-clés de l'islam, l'unité apparaît non seulement dans l'existence du module unique qui est donné à la maison, mais également entre les différentes maisons. Chaque maison est construite à partir de bouts de ficelle à sa manière, mais le tout repose sur cette ficelle et repose sur une longue tradition, sur un tour de main qui à la fois donne sa cohésion à l'ensemble et porte l'empreinte de la main de l'homme. Et ce que je voudrais faire, c'est extrapoler un instant, car la même caractéristique s'observe en ville chez l'artisan du souk. Dans l'un et dans l'autre cas, on trouve cette intelligence de la main qui vient d'un peuple qui a une profondeur historique, une profondeur de champ exceptionnelle. Le peuple égyptien est l'un des plus vieux du monde, ce qui fait que ces hommes ont beau être des paysans analphabètes, ils ont une sagesse, une connaissance, une intelligence de la main qui est exceptionnelle. Et on retrouve donc exactement
la même sagesse dans la construction du village au Gourna et dans la manière, disons, de construire une lampe ou bien un plat au Caire. Et dans l'un et dans l'autre cas, on retrouve l'unité qui vient de l'existence d'un module appliqué à l'objet. Donc il existe, prenons le cas par exemple du plateau, il existe une géométrie. C'est une géométrie qualitative, c'est-à-dire donnée par des cordes, des arcs de cercle, et non pas par des doubles décimètres. Donc, géométrie qualitative, étoile, polygone, mais en même temps, tour de main de l'artisan qui martèle sa matière, ou lorsqu'il s'agit d'un potier, à la main accomplit son travail. Donc, il y a la rencontre d'un savoir-faire manuel qui vient du fond des âges, avec une géométrie, une mathématique qui elle aussi vient des fonds des âges, qui est la mathématique qualitative, qui vient de l'ancienne Égypte, qui vient des pythagoriciens, et que l'islam va reprendre en totalité et intégrer dans sa civilisation. Et dans l'islam, il y a cet élément donc prophétique de la révélation, mais il y a aussi l'élément géométrique, disons l'élément grec, mais d'une raison associée à une ancienne tradition, à des modes de vie quotidiens, et qui dépasse très loin les problèmes de lettré, illettré, alphabète, analphabète, architecte ou artisan, parce qu'en vérité, il s'agit de la même chose. Et c'est là que la très puissante force d'intégration de l'islam agit. L'islam se veut une société sans classe, il n'y arrive pas toujours, mais le propos est l'intégration, et dans le domaine artistique, elle y arrive. En fin de compte, le travail du peuple qui se construit ses maisons à Gourna n'est autre que le travail du potier ou le travail du céramiste ou le travail de l'artisan, du forgeron qui forge le cuivre sonore. Dans l'un et dans l'autre cas, il s'agit de la rencontre avec des techniques géométriques, entre des techniques géométriques qualitatives d'une part, je crois l'avoir un peu esquissé pour le village de Gourna, et d'autre part, cette intelligence de la main, ce savoir-faire que l'islam a non seulement respecté, mais qu'il a absorbé dans sa civilisation. Et c'est ainsi qu'il n'y a pas de distance entre l'artiste et l'artisan. Et on ne trouve pas en islam, et dans la civilisation islamique traditionnelle jusqu'à ces derniers temps, on ne trouve pas d'une part l'artiste créateur qui se frappe le front ou le cœur parce que là est le génie, et de l'autre côté l'artisan qui est un ouvrier spécialisé. Tous sont en fait des ouvriers. L'homo faber est l'homme qui a produit les œuvres d'art musulmanes. Qu'il s'agisse des grandes mosquées, qu'il s'agisse des œuvres de céramique, qu'il s'agisse d'œuvres de peinture, la distance est abolie entre l'artiste et l'artisan. Et Gourna est le livre de Sedati et sa personnalité même d'homme aristocratique proche du peuple. Ce livre a été écrit par un homme très loin de s'y senti à l'aise près du peuple, est un exemple de cette intégration sociale, du fait qu'en fin de compte, ils parlent le même langage et peuvent se comprendre tacitement, et en même temps que l'action des architectes improvisés de Gourna, au fond, rejoint le geste éternel du potier et le geste habituel du céramiste ou de l'ouvrier sur cuir ou de le souffleur de verre en Égypte, et en fin de compte se trouvent tous présents et intégrés, éléments prophétiques, éléments géométriques, dans la civilisation musulmane. Nous ne pouvons pas ici décrire tous les faits et gestes de ces architectes du quotidien, comme on pourrait les appeler, mais essayer à nos auditeurs de décrire un de ces faits. Eh bien, prenons par exemple un de ces faits, en Égypte même, opposons ou mettons en pendant à Gourna le Meydan al-Tahrir, la place principale du Caire, où il y a un grouillement d'autobus, de tramways, de ponts superposés, de piétons, de voitures, de klaxons. C'est exactement le contraire de ce qu'on dit. Et c'est là que le problème se pose. Comment faire
pour que tout ce patrimoine dont je viens de parler puisse être traduit, décodé et recodé pour inspirer la construction moderne. Parce que le problème est que probablement on ne peut pas le prendre tel quel. Alors comment faire pour que le pont soit jeté, je viens de parler de pont, entre cette architecture hyper moderne et anarchique, et d'autre part cette autre forme d'anarchie, mais qui est une anarchie créatrice et civilisée qui vient donc de ces paysans. Il y a quelques jours, nous étions en train de parler de la mosquée dans un colloque qui s'est tenu dans un pays arabe, et on demandait quels sont les symboles qui font une mosquée. Alors que je répondis qu'il n'y en a pas. À proprement parler, il n'y en a pas. Car on peut prier en plein air, dans un périmètre tracé dans la pierre ou dans le sable. Ce qui fait la mosquée, au fond, c'est le musulman. Et c'est là que je veux dire, le problème est avant tout un problème social. Ce n'est pas un problème architectonique purement, c'est un problème de société. Alors, la parole est moins au bâtisseur que aux sociologues, si l'on veut. Il s'agit de faire en sorte que cette civilisation, tout en restant originale, puisse non pas s'intégrer à la modernité, mais au contraire intégrer la modernité. Je crois que la chose est possible, en tout cas je l'espère.